Bonsoir, merci d'être venu malgré les grèves, la pluie, le froid, les manifestations. Il y a des bières, oui, c'est pour ça, je sais bien. Notre président Jules s'excuse, il n'est pas là, donc je vais devoir essayer de le remplacer. Quelques petits mots au début. Donc, merci à nos sponsors pour cette année. C'est la première conférence de l'année. On a donc Akamai qui va être le sponsor principal du prochain événement. Et sinon, nous avons Broadpeak, le Wagon, Bitmovin, Lumen, 42 Consulting et Blastream qui nous soutiennent cette année. Merci à eux. C'est grâce à eux que vous pouvez boire des bières, manger des pizzas et venir ici. Quoi de neuf en ce début d'année? On a eu notre AG, l'AG de l'association qui organise ces conférences. Donc Jules est réélu président à l'unanimité des votants, et c'était le seul candidat aussi. Et on a un nouveau, Grégoire, il est là, un petit nouveau Grégoire, qui a été élu trésorier. On remercie beaucoup Erika qui a décidé de prendre un peu de recul. Elle a fait beaucoup de taf pour organiser toutes ces conférences et dans la sauce, et elle a décidé de s'écarter un peu pour pouvoir avoir une vie. Puis on a pris un commercial pour être trésorier, on va voir si ça se passe mieux, quoi. Et comme d'habitude, on cherche des sujets de talk. Donc si vous voulez parler aux prochaines conférences, la prochaine sera sans doute en juin, suivie d'une en septembre et une en décembre. Donc si vous avez des idées, des connaissances, un retour d'expérience à nous faire, une nouvelle architecture à présenter, n'importe quel sujet, on est preneur. Et comme d'habitude, aussi bien sur des sujets OTT que broadcast, tant que ça touche à la vidéo, ça nous intéresse. Et on cherche aussi des sponsors. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a Akamai qui est sponsor principal pour la prochaine édition, mais il nous reste 2 éditions après, ou si une entreprise veut être sponsor principal, c'est-à-dire pouvoir parler, pitcher un peu ce qu'elle fait, proposer des emplois et amener des goodies, c'est possible. Le programme de ce soir, on a Gwendal de Synamedia qui va nous parler de CDN Capacity Planning. Et ensuite, François de la French Touch Factory qui va nous parler de capture vidéo volumétrique. Et derrière, comme d'habitude, on va aller au bar en face, à 100 mètres, les Marquises, pour boire un verre. Merci bien. Gwendal. Bonjour. Donc, je suis très content d'être là. Je suis venu une fois faire un talk. Ça ne s'appelait pas encore Paris Vidéotech, ça s'appelait Online Video Squad, French Squad. Et c'était le jour où Streamroot a fait sa première présentation, et qui est devenu Lumen et qui est devenu ceux qui organisaient le Paris Vidéotech. Donc, une boucle est bouclée. Donc là, ça marche. Donc, je travaille chez Synamedia, qui est une boîte mondiale qui a des bureaux à Rennes et un petit bureau à Paris. Et on a surtout des techs à Rennes, notamment avec l'acquisition de Content Armor et de Cortex, qui sont 2 entreprises rennaises. Donc le bureau de Rennes s'est étendu par agrégation d'achats, on va dire. Donc je suis là pour parler de CDN. Alors le titre, bon, c'est pas forcément je vais peut-être pas parler de ça en fait, mais enfin capacité, je vais en parler un peu, mais planning, pas trop. Et optimal, j'ai enlevé les équations quand même. Donc comme ça, c'est quand même plus facile. Alors pour revenir sur nous, on fait surtout du Edge CDN ou du Telco CDN ou du On-Net CDN, enfin tout ce qui est CDN qui se trouve dans le réseau des opérateurs, c'est-à-dire dans le réseau des opérateurs qui sont directement connectés avec des utilisateurs, quoi.
Donc souvent, j'essaie d'expliquer ça. Ça, c'est un slide qui vient du marketing. Ils ont essayé de simplifier au maximum le concept que je leur expliquais, que Internet, c'est un réseau de réseaux. Et donc, généralement, il y a un content provider vidéo là, qui produit ces vidéos. Et puis, il a envie de toucher des gens qui sont au bord de l'Internet, tout au bout. Et pour ça, il peut passer par un public cloud, il peut passer par un public CDN, ou bien il peut passer via plein d'autres réseaux vers des caches qui sont situés dans les réseaux des opérateurs. Et donc, généralement, ce qu'on dit, ce qu'on comprend, c'est que quand on utilise un public CDN, quand on utilise un CDN qui a des serveurs qui sont situés en dehors du réseau final, on remplit un petit peu le lien de peering qui est là, c'est-à-dire le lien qui connecte le public CDN aux opérateurs de réseau. Alors que si on utilise un CDN qui est situé dans le réseau de l'opérateur, dans ces cas-là, il n'y a que, normalement, en théorie, il n'y a qu'une fois le flux qui passe dans le lien de peering, et après, ça se diffuse pour les millions de gens qui sont derrière, donc on économise les millions de flux qui passent par le lien de peering. Donc, avec ça, normalement, les commerciaux doivent pouvoir vendre vachement de HCDN parce que c'est quand même vachement avantageux pour tout le monde de pouvoir mettre des CDN partout. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué. Donc, je veux juste revenir un petit peu là-dessus pour être sûr qu'on se comprend bien avec peut-être des petites définitions. Donc, ce qu'on appelle un eyeball ISP ou on va dire une telco en général, c'est un réseau qui fournit l'Internet à des gens qui le consomment. Donc, c'est Orange, SFR, Free, enfin, c'est les réseaux qu'on connaît, quoi. Les transit providers ou les transit ISP, c'est des réseaux qu'on ne connaît pas, sauf qu'on est du métier, disons, et comme la plupart des gens peut-être ici. Mais c'est des réseaux qui interconnectent tous les différents réseaux, qui sont là pour faire passer l'information d'un continent à un autre, d'un pays à un autre ou d'un réseau à un autre. D'accord ? Et généralement, en fait, il y a 3 moyens de faire passer une information d'un réseau à un autre. Le premier moyen, c'est d'utiliser un Internet Exchange Point, qui est Paris IX, par exemple, qui est un fournisseur de data center qui permet à plein de réseaux différents de se connecter les uns les autres et de pouvoir échanger les informations contre un peu d'argent, quoi. Donc généralement, on arrive chez ces Internet Exchange Point et on leur dit je veux 100 gigabits par seconde, là, garantie, et on paye par mois $3000. Et après, qu'on l'utilise ou pas, on a payé $3000. Alors pourquoi qu'on l'utilise ou pas, ça coûte ce prix-là? Parce que généralement, c'est un data center dans lequel il y a des équipements et puis il y a des fibres qu'on connecte sur des switches. Ces fibres-là, elles sont garanties pour la personne qui a payé et donc on le lui fait payer, quoi. Alors au fur et à mesure, ce qu'on observe, c'est que les transits réseaux, qui étaient ceux qui faisaient les transits entre les ISP, ils se sont fait au fur et à mesure remplacer, on va dire, par les Internet Exchange Points, qui permettent de faire des échanges. Et puis, comme Internet Exchange Point, comme on paye tous les mois pour quelque chose qu'on pourrait faire soi-même, généralement, les gens ont commencé à construire des POP, donc des Point of Presence, qui sont un peu la même chose, mais qui sont privés, donc dans lesquels on ne sait pas qui paye à qui, et dans lesquels on peut faire des interconnexions de réseaux qui permettent de faire passer les informations. Donc entre l'ISPB et l'ISPA, on peut passer par le POP, on peut passer par le transit, et en fait le CDN, le public CDN, c'est généralement un réseau lui-même. Les personnes sont connectées dessus, mais en tout cas, lui, il connecte les gens les uns avec les autres. Donc, les tendances générales, c'est que les big tech, elles installent donc les big tech, c'est Google, Facebook, Netflix, tout ça. Eux, ils vont voir les ISP, ils leur disent, nous, on va faire beaucoup de trafic pour vous, donc c'est quand même plus rentable si vous mettez nos serveurs chez vous directement. Et généralement, les ISP disent, après tout, c'est une bonne idée, donc on va y aller. Et donc, ils installent des serveurs directement dans les réseaux. Les autres, les publics CDN, ils aimeraient bien mettre des serveurs dans les réseaux des opérateurs, mais ils n'y arrivent pas toujours. Et dans ces cas-là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils multiplient les points de présence au niveau des POP. Donc, ils ne sont pas loin des utilisateurs finaux,
mais ils sont pas dedans non plus. Donc il faut quand même qu'ils payent, le trafic. Ce qu'on voit, c'est que le private peering, ça grossit, que les cloud providers, ils ont des data centers qui se mettent là, et en fait, eux, ils sont worldwide, et donc en fait, ils remplacent au fur et à mesure les transits. Par exemple, faire passer de la data d'un data center Oracle en Israël à un data center Oracle en Amérique du Sud, ça coûte quasiment zéro, ou ça coûte zéro. Donc du coup, les transits réseau qui, avant, s'occupaient de faire ça pour un prix, bah, ils sont remplacés parce que les gens ils mettent des serveurs dans les data centers chez Oracle, et puis ça marche pareil. Je dis Oracle au hasard. Hein. Et puis ce qu'on voit, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est que bah, tout le monde du coup se dit c'est quand même rentable de faire du edge CDN pour éviter d'avoir à se galérer avec des liens de peering, avec des IXP, avec des connexions de réseau qui sont un peu complexes. Et c'est un investissement. Et donc ce qu'on voit, c'est que ça grossit au fur et à mesure. Donc là, on établit une nouvelle loi de Moore. Un HCDN, la taille d'un HCDN double tous les 18 mois. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais on est quand même globalement sur des choses qui ne sont pas très éloignées de ça. Donc il y a beaucoup d'investissements, et cet investissement, il se fait parce qu'il y a cette courbe-là qui est en fait le ratio entre le flux, donc c'est pour les ISP qui sont Orange, Free et tout ça, donc qui fournissent du réseau à des vrais gens. C'est le ratio entre le flux entrant et le flux sortant. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que avant, bah, c'était aux alentours de 4, et ça grossit pour être aux alentours de 11 maintenant. Alors ça se tasse un peu parce que globalement, il y a plus de visioconférences depuis la pandémie, là, et donc du coup, plus de visioconférences fait qu'il y a quand même un peu plus de liens sortants de la part des gens, mais globalement, on est quand même sur des réseaux Internet qui sont des réseaux où, puis c'est peut-être un peu la mort du peer-to-peer aussi, enfin bon, il y a pas mal de facteurs qui expliquent ça, mais il y a quand même une croissance de l'Internet comme un réseau où on reçoit de l'information plus que ce qu'on donne, quoi. Voilà. C'était une introduction. Juste pour dire. Et donc, alors les HCDN, ça paraît être un truc qui semble quand même pas mal. Donc là, on s'est posé la question, est-ce qu'on prend un service provider qui fournit des vidéos et qui a l'opportunité peut-être de mettre des serveurs dans un réseau d'opérateurs, et qui se dit, alors est-ce que ça vaut le coup que j'achète des machines et que j'installe des machines dans ce réseau d'opérateurs, ou est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que je préfère rester avec mon public CDN avec qui je paye et qui lui, il paye cher parce qu'il y a le lien de peering qui est là, quoi. Alors quand on construit un edge CDN, on va construire une infrastructure, et donc on va construire une infrastructure qui va être un nombre de serveurs qui vont avoir en gros une certaine capacité de sortie de delivery, donc on va dire, je sais pas, 100 gigabits par seconde. Et donc on achète un nombre de serveurs 100 gigabits par seconde, plus les serveurs pour monitorer tout ça. Et globalement, on paye le prix des serveurs, et après, bah, y a un peu d'OPEX qui arrive tous les ans, mais c'est pas non plus la mort. Par contre, donc, on a un prix qui dépend de la throughput qu'on a envie d'envoyer, de la bande passante qu'on veut pouvoir délivrer dans le réseau en question. Alors que le public CDN, on va payer par un volume. Donc ça rend les choses un peu différentes, parce que du coup, on compare des choses qui ne sont pas vraiment comparables, puisqu'on paye une capacité une fois et l'autre, on paye un volume tous les mois. Donc comment ça peut marcher? Donc sans surprise, il y a des problèmes un peu en termes de pricing, parce qu'il y a des tiering, il y a des trucs qui, plus on utilise les CDN, moins ça paye. Enfin, moins ça coûte cher par gigabit délivré, mais donc du coup, ça coûte quand même plus cher. Et donc, qu'est-ce qui est le mieux? Donc, évidemment, c'est pas hyper compliqué de comprendre que, même si la courbe peut être un peu compliquée, que ça va dépendre si on utilise l'infrastructure ou pas. D'accord? Donc on a en bas là, dans l'axe des X, on a le ratio de la capacité qu'on a installée par rapport à ce qu'on utilise pour du vrai. Donc si on a
un ratio de 1, c'est-à-dire qu'on utilise tout le temps notre infrastructure complètement. On a déployé 1 terabit par seconde, on utilise 1 terabit par seconde tout le temps. Donc ça peut arriver pour des cas de fournisseurs de vidéos qui veulent fournir ça à des serveurs qui sont des affiliates. Donc ils ont des chaînes et ils font du 24/7, 24/7 là, et qui diffusent toutes les chaînes tout le temps. Donc voilà, eux ils utilisent tout le temps leur infrastructure. Donc ça marche. Donc dans ces cas-là, payer la capacité, c'est top parce qu'on utilise ça à fond et donc c'est super rentable. En revanche, quand on commence à aller par là, donc là c'est 10, c'est-à-dire qu'en moyenne, on n'utilise que 1/10 de la capacité. Donc quand on utilise 1/10 de la capacité, c'est qu'il y a des fois où il y a un pic qui nous fait monter à 1 terabit par seconde, mais parce qu'il y a le jour, la nuit, il y a des émissions moins importantes que d'autres, et donc il y a des moments où le volume qu'on utilise du CDN, il diminue. Et quand le volume il diminue, du coup, on utilise très très peu. Donc dans ces cas-là, on a payé pour une capacité, alors que si on avait utilisé un public CDN, qui nous fait un prix par volume utilisé réellement, du coup, on aurait payé moins cher. Donc ce qu'on constate, c'est que globalement, les ratios de capacity to average, là, quand on regarde des bouquets de chaînes télé, c'est entre 2,5 et 3. 3,5 parfois quand les chaînes sont vraiment avec des gros trous d'informations, quoi. Donc dans ces cas-là, pour tous les bouquets de chaînes télé, on est globalement sur des choses où ça vaut le coup de déployer, enfin si on a l'opportunité bien sûr, de déployer des serveurs dans les réseaux des opérateurs pour faire de la diffusion. Quand on est sur des sport channels, là, donc des choses beIN Sport ou RMC ou DAZN, enfin bon, des gens comme ça, eux, en fait, ils n'ont personne pendant toute la semaine, enfin, même s'ils essayent d'avoir des gens, mais enfin, ils n'ont pas grand monde, disons, et puis tout d'un coup, ils ont des pics monumentaux. Et donc, eux, s'ils doivent aller sur le pic, en fait, ils utilisent, alors il y en a qui sont quasiment sur du 15, donc ils utilisent que 1/15e de leur infrastructure en moyenne, malgré les moments où ils utilisent ça à fond. Donc eux, ils auraient tout intérêt à aller chez les publics CDN, même si les publics CDN, eux aussi, doivent dimensionner leur CDN pour ça, donc c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Donc l'idée générale, c'est qu'il y a quand même un choix à faire en fonction de l'utilisation des infrastructures qu'on a. Si vous avez des questions, vous pouvez poser en fait, des questions. Est-ce que je vous vois un peu sage là? Ok. Donc, ce qu'on se dit, c'est que ce qui serait bien, c'est de mélanger les deux. Hein? D'accord. Donc, l'idée, c'est d'avoir un Edge CDN qu'on diffuse, qui va une infrastructure de taille raisonnable, on va dire. On ne va pas dimensionner l'infrastructure pour qu'elle couvre tous les besoins en permanence, mais suffisamment pour que ça couvre quand même pas mal de besoins et qu'on soit assez proche de ce ratio de 2, 2,5, là, qui est quand même assez rentable. Et puis quand on a des pics qui nous font monter à mort, et c'est là qu'on va aller voir notre partenaire. Le partenaire, il faut le trouver, c'est lui qui est compliqué, mais qui peut nous fournir l'information et qui peut nous fournir surtout la connexion. Donc lui, soit il a réussi, ce partenaire, un public CDN, un cloud provider ou des gens comme ça, soit il a réussi à avoir des serveurs dans les réseaux des opérateurs, donc là, il est bien, soit il est au niveau du POP, soit il est au niveau de l'IXP, et donc en fonction, il fait payer le prix qu'il faut pour ça, quoi. Et donc l'idée générale du système, c'est pas magique, il faut d'abord trouver un partenaire. Il faut que lui, il ait suffisamment de capacité. Alors c'est là que ça devient un peu ennuyeux, quoi, parce que quand il y a un fournisseur de télé qui arrive et qui nous dit « Ah bah moi, DAZN, mon match, il va faire 5 terabits par seconde. Donc aujourd'hui, j'ai un ratio de 15. Donc on va construire une infrastructure de 500 gigabits et je vais juste offloader 4,5 terabits. Est-ce que quelqu'un a 4,5 terabits à envoyer dans un réseau France, par exemple ? Généralement, c'est difficile, quoi. Enfin, c'est quand même des gros liens au niveau des peerings, donc ça va pas être possible. Donc il faut quand même trouver des gens qui ont de la capacité et qui sont capables, alors on verra plus tard, de faire aussi d'héberger les serveurs de CDN. Et donc l'idée générale, c'est que quand il y a un pic,
quand on est en situation critique au niveau de l'infrastructure, eh ben, on lance un serveur chez le partenaire, on reconfigure tous nos delivery services là, qui sont avec tous les systèmes de sécurité, DNS et tous ces trucs-là. Et puis, on maintient aussi le lien avec le logging system qui va permettre de pouvoir collecter toutes les métriques qui vont nous permettre de pouvoir faire ça. Sur le papier, ça paraît simple. Donc l'idée générale représentée sur un graphique, c'est que traditionnellement, quand on met donc là, bah, c'est un bouquet de chaînes ou quelque chose comme ça, je pense. 800, ça doit être en gigabits par seconde, et ça doit être des dates. Et c'est la semaine dernière, hein, c'est quand même une présentation vachement actualisée, quoi. Et donc, eh ben, ça monte jusqu'à 700 et ça descend jusqu'à 200, quoi. Et donc ça, c'est quand même un fournisseur qui est quand même, enfin, qui a un assez petit ratio, quoi. Donc, ça peut être rentable. Et donc, quand il vient nous voir, généralement, ce qu'il dit, c'est il faut que ça puisse passer en permanence. Je veux mon CDN, je veux que ça tourne tout le temps. Donc, je me mets une marge de sécurité par rapport à ce que mes gens y consomment, donc 120% du pic qu'il a constaté le mois d'avant. Alors, c'est là le lien avec le titre de la présentation qui était sur Capacity Planning, c'est que les gens ils passent leur temps du coup à surveiller quel est le pic et ils se font ça augmente, et donc il faut, voilà. Et puis après, ils se font il y a la Coupe du Monde de foot qui arrive, qu'est-ce que ça va être? Donc, ils mettent des gros 120, 130%. Donc ces 130% là, c'est des pourcents qui sont perdus parce que c'est pas utilisé ou rarement. Et puis en fait, il y a aussi un autre phénomène, c'est que généralement il y a du disaster recovery, les gens ont peur et donc ils créent des POP supplémentaires et tout ça. Parce qu'on a des compétiteurs qui font des trucs qui crachent, mais normalement en CDN ça tient, quoi. Donc généralement, on voit quand même une surcapacité au niveau des infrastructures, over-provisioning, qui sont pas très bonnes. Et donc l'idée générale, c'est de se dire, on va mettre une capacité moins haute, d'accord? Et donc là, on va payer ça en gigabits par seconde, mais on va payer beaucoup moins cher du coup, parce qu'on investit beaucoup moins. Et puis, on va faire en sorte, avec notre beau partenaire qu'on a trouvé, de lui fournir les données supplémentaires à offloader quand on a besoin. Et donc là, on va payer l'air qui est là, quoi. Le bleu, quoi. C'est-à-dire qu'on va payer non pas sur le fait qu'on utilise 200 gigabits par seconde au mieux, mais on va payer juste ce qu'on a délivré en termes de volume. Donc ça paraît quand même convaincant. Comment ? Là, on paye le nombre de serveurs qu'on a installés, en fait. Là, on a installé 500 gigabits par seconde. Donc, on a installé 5 serveurs. Et on a payé, je ne sais pas, 10 000 € le serveur. Et donc, on a mis 50 000 € sur la table. Et après, tous les ans, on paye l'électricité et les choses comme ça. Et là, on a payé 5 € par teraoctet qu'on a diffusé. Et donc, en fonction du nombre de teraoctets, de la somme de tout ça, et ben, tous les mois, on paye la facture. Donc, évidemment, tout le monde a des idées un peu similaires. Donc, la tendance générale, c'est que, si on attend que ça se passe, que le pic arrive, on va avoir un peu de mal à gérer notre flooding, donc il faut anticiper un petit peu. Donc, anticiper un petit peu, alors... j'en profite pour faire une petite publicité pour le Braze Vidéothèque Meetup, le petit frère du Paris Vidéothèque, qui se passe à Rennes. Donc là, j'ai fait une présentation là-dessus l'année dernière et qui dure une demi-heure et qui est que sur ce sujet-là. Donc il y a des choses qui peuvent se dire.
Mais globalement, si je dois résumer en vraiment quelques mots, toutes les métriques qu'on possède, c'est des séries temporelles. Et donc cette série temporelle, on peut leur appliquer des méthodes stochastiques, ARIMA, ce genre de trucs, qui permettent de pouvoir anticiper les 5, 10, 15 prochaines minutes des données. Donc c'est utilisé souvent pour de l'anomalie détection, là. Mais ça peut aussi s'utiliser pour pouvoir prédire comment évoluent les métriques. Le problème qu'il y a, c'est qu'un CDN joue souvent, on a plein de métriques, et il y a une espèce de corrélation de métriques à avoir. Et donc, il y a des nouvelles librairies machine learning qui sont quand même plutôt efficaces et qui permettent de faire du multivariate time series. Donc, il y a par exemple Facebook Prophet là, qui fait des analyses de multi-séries, de multi-time series, et qui permet aussi de rajouter des éléments du style ça c'est un jour de vacances, ça c'est un jour pour expliquer les choses, et puis ça passe à l'échelle. Parce que la difficulté, c'est de mettre ça avec les analytiques. Donc il faut des analytiques qui soient rapides, pas des trucs qu'on regarde offline, quoi. Donc il faut qu'on ait en permanence récupérer des logs du réseau et en temps réel, je vais dire, ou disons dans un délai de 5 minutes, pouvoir lancer les statistiques. Et puis il faut automatiser le processus. Le deuxième, c'est à partir du moment où on a l'anticipation, c'est-à-dire on a l'alerte qui nous dit il va y avoir un pic dans 5 minutes, 200 gigabits, on a besoin. Donc là, ça dépend du partenaire qu'on a trouvé, quoi. Qui est notre partenaire. Donc si c'est un public CDN, donc là je donne c'est un peu un state of the art, un état de l'art. Quand c'est un public CDN, donc aujourd'hui les technos qui peuvent s'utiliser, les tendances à la mode, on va dire, c'est le content steering. Donc content steering, on a placé dans le manifeste des vidéos la liste des CDN qu'on peut utiliser, d'accord. Et donc le HCDN en priorité et le partenaire CDN en cas de coup dur ou en cas de pic. Et le content steering, c'est un serveur qui, toutes les 30 secondes ou toutes les minutes, on va l'interviewer pour lui dire alors là, maintenant je vais chez qui là? Je vais sur le HCDN ou je vais sur le public CDN? Et donc la technologie content steering et HLS a sorti ça il y a 1 an, et Dash.IF a sorti aussi une spec là il y a 2-3 mois. Enfin, elle est en discussion depuis plus longtemps que ça. Et donc les planètes sont assez alignées quand même sur ce système-là. Donc ça marche pas trop mal. La deuxième tendance content steering, moi je suis pour, c'est bien. Le deuxième, surtout chez Dash. Le deuxième, c'est client-side multi-CDN. Donc client-side multi-CDN, c'est qu'avant, ce qui se passait quand on devait faire du multi-CDN, c'est qu'on se retrouvait sur un serveur qui nous disait à la connexion, clac, va sur tel CDN. Et en fait, après, il n'y avait pas le côté dynamique, ou rarement, quoi, je vais dire. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effort, notamment Lumen, qui a mis en open source dans Streaming Video Alliance un module qui permet au player, donc c'est au niveau du player, de choisir son CDN en fonction de ce qu'il constate. C'est un peu de l'adaptive streaming, mais du adaptive CDN, quoi. Donc s'il voit qu'un CDNA, il envoie des trucs avec une qualité de service qui n'est pas terrible, il peut passer sur le CDNB et vice-versa. Il y a même des exemples où ils disent on va une fois sur CDNA, une fois sur CDNB, une fois sur CDNA, et puis au bout d'un moment, on finit par se dire il est mieux celui-là. Alors pour troubleshooting, ça doit être bien sympa, mais bon, en tout cas, pour eux, ça semble marcher. Et donc en combinant un peu les deux, on arrive à quelque chose qui peut être correct et qui peut être un peu adaptif. Le problème du public CDN, quand on le cumule avec un HCDN, c'est que du coup, on a des logs du HCDN et des logs du public CDN. Et généralement, elles n'ont pas le même format, elles n'ont pas les mêmes choses, il n'y a pas les mêmes champs. Enfin, il y a tout un tas d'efforts qui sont faits sur ces sujets-là, mais ça rend les choses un peu compliquées. L'autre truc, c'est que le public CDN, il est cher. Ils dépensent leur argent dans des événements comme ça, tu vois, des sponsors, tout ça. Donc forcément, après, on paye. Non, mais globalement, c'est quand même pas le truc le moins cher, mais c'est la garantie. On dit, Akamai, c'est la Rolls-Royce et tout. Hop,
le monde peut s'écrouler et Akamai continuera de délivrer les choses. Donc voilà. La deuxième tendance, c'est d'avoir un autre Edge CDN qui serait là, parce que l'opérateur, c'est un gros réseau et il a fait affaire avec plein de fournisseurs de CDN différents. Et donc les Tier 1 CDN, les Tier 1 ISP, souvent, ils ont une politique multi-CDN dans leur réseau. Donc là, la tendance générale pour en discuter, c'est Open Caching. Donc Open Caching, c'est CDNI, donc c'est l'interconnexion de CDN là, qui est discutée chez SVTA. Donc ça permet de pouvoir demander à un autre CDN est-ce qu'il a la capacité de fournir des données, de pouvoir, s'il nous répond oui, avec une capacité et en plus il y a un endroit précis qui peut être défini même au niveau de la région avec des adresses IP, des slash et tout ça, qui permettent de pouvoir vraiment cibler les choses correctement et après de pouvoir lui envoyer la délégation pour pouvoir fournir le contenu en lui-même. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des doubles redirections pour atteindre un edge server qui sera chez un autre. Alors on va avoir, il y a un système de log dans Open Caching, mais alors là c'est vraiment très très limité. Donc c'est un peu mieux quand même dans le sens que là celui qui fournit l'information à l'autre CDN, il va quand même recevoir l'information de l'autre CDN. Donc il va pouvoir cumuler tout ça dans un ensemble qui est un peu plus cohérent que le public CDN, mais ça reste très très limité. L'autre problème, c'est que on ne sait pas ce qu'il a, cet HCDN, on ne sait pas s'il est capable de faire du watermark, de la révocation, de la sécurité, on ne sait pas s'il a des capacités de pouvoir faire du low latency, ultra low latency. Donc ça, c'est peut-être un peu compliqué. Et puis, l'autre truc qu'il y a, c'est que généralement, quand il y a un pic à un certain horaire dans un réseau, l'autre CDN, il doit être aussi en train de turbiner. Donc souvent, quand on va lui demander à 20h30 le soir du match de foot s'il a de la capacité, il va nous dire bah non. Et toi d'ailleurs, tu as de la capacité? Bah non. Donc ça risque d'être. On va se retrouver en famine au même moment. Donc ça peut ne pas être très très bon. Le troisième, c'est le public cloud provider. Donc lui, il a un data center qui est peut-être dans le réseau ou juste à côté du réseau, donc AWS, OVH, tous ces gens-là, sympa. Et donc, comment on fait? Dans ces cas-là, on pousse une version containerisée ou virtualisée du Edge Server dans le réseau, on va dire OVH, parce qu'ils sont sympas. Et du coup, eux, ils peuvent envoyer les informations directement. Voilà. Alors, l'avantage de ça, c'est que c'est les mêmes serveurs, donc le même système de log, donc les mêmes services, les mêmes sécurités, les mêmes trucs, enfin c'est la même chose. C'est juste qu'ils sont containerisés et qu'ils sont mis dans un autre data center. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le problème, je dirais, c'est que c'est pas toujours facile et qu'il y a des histoires de Kubernetes qui sont quand même un peu compliquées parce que tout le monde a des Kubernetes un peu différents. Alors il y a des histoires Nefio là, qui font partie des librairies open source pour faire du multi-vendeur Kubernetes ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a 1 million de gens qui font la même chose. Donc il y a des difficultés techniques sous-jacentes qui ne sont pas évidentes, mais des avantages qui sont intéressants. Alors, petite étude de cas juste pour terminer. Pour terminer. Tous les prix qui sont là sont pas des prix, hein, c'est des chiffres au hasard. Enfin, je dis ça pour... Ah, c'est pas streamé. Hein. C'est ça. Donc, quand on investit, c'est juste une étude de cas, quand on investit un HCDN, on paye. Donc, on paye, on va dire, $1000 pour le hardware, $800 pour le software. Et puis, tous les ans, on paye 10% de plus environ, quoi. C'est juste pour avoir une étude de prix. Voilà. Donc, généralement, comme j'ai dit tout à l'heure, on over-provisionne. Et puis après, on maintain, on upgrade. Et puis, on rajoute des serveurs tous les ans parce que ça double tous les 18 mois. Là, donc, voilà. Quand on a un hybride Edge CDN, du coup, on va plutôt avoir une capacité qui va être under provision. Et donc là, c'est le XX, là, c'est l'optimal. Il faut trouver quel est le XX optimal, c'est-à-dire quelle est la capacité idéale qui va faire que le prix total va être minimal. C'est ça la question.
Voilà. Donc là, on a les mêmes prix, mais pour un truc beaucoup plus petit. Et puis tous les mois, on paye ça. Et donc ça, c'est des tarifs, je ne sais pas, c'est des tarifs pareil, c'est des tarifs aussi représentatifs que cela. C'est-à-dire pas très représentatifs, mais bon, mais qu'avec des tiers. Et puis le prix au terabyte délivré dépend du volume global par mois qu'on a délivré. Donc quand on envoie plus que 10 pétabytes par mois, on a quand même un petit discount, quoi. Et quand on n'envoie que 10 terabytes par mois, on paye un peu cher quand même. Voilà, donc ça c'est la base. Et le résultat, il est là. Ça c'est quand même bien. C'est-à-dire, on va voir des gens, des ISP et des service providers, on leur dit donnez-nous votre trafic pour le mois. D'accord? Donc là c'est un premier service provider. Il nous dit en fait 100% là c'est 1550 je crois, un truc comme ça. Donc il rajoute 20%, il arrive vers 1800. Et ça, le noir là, c'est le prix qu'il paye s'il investit dans une capacité pure. D'accord? Sur l'axe des X, ça va être le X qu'on recherche, c'est-à-dire celui qui permet de pouvoir dimensionner correctement l'infrastructure qu'on déploie physiquement dans le réseau. Plus on va vers là, plus on offload chez le partenaire. Alors on a mis 2 partenaires pour faire les choses correctement, qui ont des structures de prix différentes. Enfin, il y en a un qui se retrouve quand même plus cher tout le temps, mais bon, ils ont quand même des structures de prix différentes, donc on voulait quand même essayer. Et en fait, plus on va vers là, plus on paye le public CDN, mais moins on paye l'infrastructure. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que quand on dimensionne assez proche du pic et qu'on utilise le public CDN uniquement pour les pics, on baisse les prix. Et on baisse les prix de 0,8, c'est 22% de réduction de prix. C'est bien. Et donc l'optimal, paf, il est là. Donc pour lui, l'optimal, il est ici, ça fait 23%, c'est 1350. Et donc il faut qu'on trouve un partenaire qui soit capable, dans ce réseau, d'envoyer du 450 gigabits par seconde au cas où il y a quelque chose. Et donc en fonction de tous les partenaires qu'on peut avoir, on va avoir une structure de prix et un optimal de capacité qui va être différent. Donc il y a quand même une équation derrière qui n'est pas forcément triviale. Alors ce qui est aussi un peu intéressant à voir, c'est qu'il faut faire gaffe, parce que si jamais on dimensionne trop bas la capacité, et que du coup on envoie trop de trafic au public CDN, et ben en fait on va payer plus cher que si on avait surdimensionné la capacité. Donc voilà. Donc conclusion. La question de l'optimale capacité, en fait, ça dépend de notre capacité à trouver des partenaires, toujours. De déterminer une capacité d'under-provisioning qui soit exactement ce qu'il faut. Et en fait, le calcul, il se réduit à 2 variables, enfin 4 variables. Mais une première variable qui est le max cap to average, qui est le peak to average, en gros. On peut réduire en fait généralement, vu que toutes les courbes de trafic se ressemblent quand même un petit peu, avec quand même des espèces d'exponentielles, avec des paramètres qui sont assez faciles à avoir. Donc en fonction du max cap to average, on est capable de faire un dimensionnement. Et après, on a le partenaire pricing. Et lui, on a un sweet tuple qui est le max cap de ce qu'il peut nous faire. Donc généralement, ils arrivent et nous disent, nous, on n'a que 300 gigabits par seconde sur ce lien de peering, donc on ne va pas pouvoir aller plus loin que ça. Ensuite, l'offload time par mois, c'est-à-dire combien d'heures de serveurs on va utiliser dans les data centers. Ça peut être 60 heures par mois, ou ça peut être 10 heures par mois, ou ça peut être 120 heures par mois. Donc en fonction, ils nous font payer des prix différents. Et puis le volume, si le global, ça fait du 1 pétabyte, on paye des choses différemment. Et donc en fonction de tout ça, on a une capacité à pouvoir déterminer de manière précise quelle est l'infrastructure optimale pour les gens. Et tout ça, si on arrive à faire l'implémentation de ce système d'offloading, et donc ça nécessite de suivre de près toutes ces histoires de multi-CDN, d'open caching et toutes ces choses-là. Et voilà. Merci. Merci bien. Est-ce que vous avez des questions?
moi, je vais commencer. Parce que bon, chez nous, on a un truc qui ressemble un peu à ça. Mais on ne met pas de serveur chez les ISP. Parce que ça complexifie beaucoup le problème. On a notre CDN à nous, notre infra à nous, et des liens de peering avec les ISP. Parce que sinon, il faut faire ton capacity planning par opérateur. Ouais. Et tout le monde n'a pas Orange, Free, Bouygues, SFR. Il y a plein de petits opérateurs à gérer aussi. Tout à fait. Derrière. Donc Alors, toi, généralement, tu as des liens de peering avec les ISP, avec chacun de ces ISP, et les CDN partenaires, ils ont leur propre lien de peering avec voilà. ces gens-là. Donc, je fais l'over capacity, je fais ça, mais juste au global, quoi. Ouais, c'est ça. Ça serait possible de faire ça comme ça. Ça change un petit peu les équations, mais ça doit pouvoir se faire. Déjà, merci pour la présentation. Juste pour comprendre, quand tu parles d'un partenaire, c'est Synamedia en l'occurrence ou c'est des partenaires qu'est-ce que tu entends par partenaire pour trouver un partenaire qui va te faire de l'offload et qui va te faire du on-site également? Donc, c'est quoi les sociétés qui font ce genre de métier aujourd'hui? Alors, c'est soit un public CDN, donc soit c'est Akamai. Ouais. Mais il ne fait pas de on-prem, du coup, il fera du LCDN avec certains opérateurs. Ouais, mais enfin, s'il est au niveau du POP, mais qu'il arrive à envoyer 300 gigabits par seconde dans le réseau, ça me va. Hein. Enfin, nous, on prend. Soit c'est un autre CDN qui est dans le réseau de l'opérateur, soit c'est AWS, quoi, ou OVH. Donc en fait, l'idée générale, c'est de se dire, il y a un fournisseur de services, un bouquet de télé ou des gens comme ça, qui ont envie de diffuser. D'accord ? Ils ont envie d'avoir un CDN qui diffuse chez Orange. Nous, on va voir Orange, on leur dit, vous pourriez avoir un HCDN, mais plutôt que de payer 2 millions pour mettre une capacité, payez que 1,5 et payez 50 000 tous les mois. En gros, c'est ça la structure globale. Hein. Après, si l'opérateur il a envie de faire ça tout seul, il peut aussi. Hein. Il peut faire avec ses propres réseaux. Et alors, un opérateur possède aussi ses propres data centers. Et donc, il serait capable aussi de pouvoir potentiellement utiliser ses propres data centers pour offloader le contenu que son propre CDN n'arrive pas à diffuser. Mais en fait, c'est paradoxalement plus difficile parce que justement, ils ne sont pas prévus pour qu'il y ait des gens qui arrivent, qui lancent des containers en permanence. Enfin, ça dépend, hein, mais globalement, c'est un peu plus difficile en fait. Enfin, ce qu'on voit pour l'instant, mais c'est pas. On n'a pas demandé à tout le monde. Donc le choix du partenaire, c'est pour ça, et c'est difficile, quoi. Enfin, c'est difficile, c'est structurel, quoi. Et après, on dit il faut arriver en Amérique du Sud. Qui vous avez comme partenaire à Buenos Aires Bon, on va à Buenos Aires. Et puis... Merci. Bon, moi j'ai une autre question aussi. Oui. Est-ce que tu parles d'un délai de 5 minutes pour arriver à changer de CDN, à rerouter le trafic? Le problème, c'est soir de finale, un match de foot, tout le monde se connecte dans les 5 minutes avant le coup d'envoi. Et il faut pré-provisionner ta capa chez tous tes partenaires pour arriver à bien tenir la charge, quoi. Ouais. Alors, ce qu'on constate quand même, c'est que généralement, avant le match de foot, il y a quand même des prémices, des gens qui se connectent 10, 20, 30, 40, même 50 minutes avant. Et en fait, avec justement des systèmes de time series, là, on arrive à modéliser des structures de montée de pic de match de foot qui se ressemblent. Et donc 45 minutes avant, on est capable de dire oh fou là, ça va monter à 3 Tera ou au contraire, non, c'est un petit match, ça va rester à 1 Tera 5. Donc on a des systèmes d'anticipation qui sont plutôt à 30 minutes, je dirais. On arrive en gros. Hein. Et 30 minutes, ça nous laisse quand même de la marge pour pouvoir lancer les sujets. Alors c'est pas toujours vrai. Notamment Coupe du Monde de foot, là, il y avait des matchs à 16h. Et là, à 16h, les gens dans leur voiture, parce qu'ils étaient dans les embouteillages, dans les machins, et là, eux, ils se connectent à la dernière seconde. Et donc là, au Portugal, par exemple, ils avaient un match à 15h, et là, l'anticipation a anticipé que dalle. Enfin, trop tard, quoi.
Mais bon, c'est ça une première minute du match, c'est pas très grave. Mais voilà, si, enfin bon. Et bref. Mais c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Et donc quand on a une fenêtre de 30 minutes, le temps de lancer le serveur, l'image, de la bouger, de la lancer partenaire, le temps de connecter après les systèmes de monitoring, les systèmes de rerouting, le temps d'informer les routeurs, les gateways que maintenant il y a un nouveau serveur qui est là et qu'on peut y aller, le temps de populer un petit peu si besoin, bon, 10 minutes, enfin, faut mieux viser large, quoi. C'est pas du 30 secondes. Dernière question? Non? Merci beaucoup. Je vais rester derrière. Bonsoir à tous, ravi d'être là. C'est la première fois pour moi. François, je suis le responsable R&D de French Touch Factory, une start-up qui se lance depuis 1 an et demi sur le sujet de la capture volumétrique vidéo. Et je vais vous présenter ici nos résultats d'un projet de R&D qu'on a mené avec les mines de Paris pour savoir si c'était possible de faire de la capture volumétrique vidéo moins chère. Alors, je vais rester derrière l'ordi parce que j'ai quelques vidéos à vous montrer. Donc, pour revenir un peu sur le concept, la capture volumétrique classique, on l'a à gauche ici. Il s'agit de prendre des photos autour d'un monument, d'une statue, d'un objet figé, ou d'utiliser un scanner type LIDAR qui va envoyer du laser, ou des drones, comme c'est illustré là, et on obtient un objet en 3D super réaliste, photoréaliste. C'est une technologie qui est très avancée aujourd'hui. On a à droite l'illustration du même principe, mais en animation, à 30 images par seconde, c'est-à-dire capturer un personnage en mouvement à 360 autour de lui, et de pouvoir avoir un personnage photoréaliste, pas un avatar. Attention, je fais la grosse différence entre la motion capture qui va capturer les mouvements et un squelette, et une vidéo volumétrique au sens propre où c'est une vidéo 3D, une vidéo en volume, comme son nom l'indique. Donc je vais vous illustrer ça. Pour ce qui est de... Je l'avais déjà ouvert à côté, ça sera plus pratique. Tac. Ouais. Capture volumétrique classique pour montrer ce qu'on peut faire avec un appareil photo de bonne facture et un scanner. Là, c'était un Faro, scanner à 40 000 €, ce qui est pas mal déjà. Mais il y a des appareils de capture volumétrique à 15 000 maintenant en LIDAR. Donc là, ça a été pris avec mix capture volumétrique vidéo et mix photo et LIDAR. Et une autre que là, on a fait juste avec des photos. C'était pour un projet sur Notre-Dame de Paris juste avant qu'elle prenne feu. Donc on n'a pas eu le temps de faire toute Notre-Dame, ça a été fait par d'autres. Nous, c'était pour des repérages. Ouais, ça charge un peu, 49 millions de polygones. Donc si ça prend trop de temps à cause du Wi-Fi... Ah non, ça y est. Il m'a mis vraiment loin. Bon, ok. Allez, zoom, zoom, zoom. Voilà. Tac. Ah, c'est dur sans souris, donc je vais avoir un peu de mal. Bref, on observe, on voit les vitraux, on voit la capture volumétrique de Notre-Dame. Je ne peux pas bouger, je n'ai pas de souris, donc compliqué. On va rester là sur la capture volumétrique figée. Et sur la capture volumétrique vidéo, on va distinguer 2 types de capture volumétrique. Capture volumétrique vidéo de, on appelle premium, type 4D Views, qui est un studio à Grenoble et qui vend sa solution un peu partout. De très bonne facture, si YouTube veut bien se lancer. Voilà. Donc là, c'est leur solution. Il s'agit d'utiliser au moins 40 caméras GNLockées sur fond vert, studio au moins 2 millions d'euros. Le coût, c'est 2 500 € la minute de capture. C'est-à-dire, on est là pendant 1 minute, on est capturé, c'est 2 500 €. Toum, 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 toum. Alors, c'est un peu cher. Même à Hollywood, ils ont un peu du mal à se le payer. Mais ça reste la moins chère parce qu'on en a qui sont beaucoup plus chères. The Relatables, c'est 40 caméras, mais ce n'est pas tout à fait des caméras, c'est des éléments à 150 000 €.
Donc il en faut une quarantaine, une centaine, donc ça commence à être un peu trop cher. Donc nous on s'est dit, je vais vous présenter ce que nous on fait, pourquoi pas faire la même chose, beaucoup moins cher, avec des caméras type RGBD. Donc voilà ce que nous on a pu réaliser dernièrement. Alors la qualité est moindre, et tout le sujet de notre programme, c'est d'essayer de réduire ce gap. Donc on a pu prendre le groupe Cassandre au Conservatoire national de Paris, avec 8 caméras type Kinect Azure, donc c'est les caméras sur lesquelles on s'est penché, vous la voyez là, la petite caméra, il y en avait 8 autour du groupe. 8 flux RGB et DEPS, RGB couleur classique, DEPS qui envoie de l'infrarouge. Et donc on a la capture volumétrique du groupe qui a été rediffusée dans le métavers en temps réel. Voilà, un exemple. Notre exemple d'une danseuse sur une scène, alors ça a été fait, ça a été rendu en septembre dernier. On avance pas à pas sur la qualité, là ça reste encore une première qualité, et puis pas à pas on va monter, je vais vous montrer où est-ce qu'on arrive aujourd'hui. Un autre personnage qui peut être utilisé pour le jeu vidéo, un personnage réaliste en tenue d'époque, qu'on a remis dans le même décor. Et on a capturé Jean-Michel Jarre pour son dernier concert, album, Oxymore, qui était diffusé en direct live au du Palais Brognard dans le métavers de Vroom. Donc on a quelques images voilà, de l'hologramme de Jean-Michel Jarre. On n'a pas le son, mais vous pourrez l'écouter en ligne. Voilà. Donc, on le voit. Ah, il est là. Voilà. Tac. Passons à autre chose. Tac. J'ai loupé un truc? Non. Et donc, comme je vous l'expliquais, tout le challenge, c'est de réussir à rendre cette technologie démocratisable, abordable. Ça coûte très cher d'un côté, 2 500 € la minute. Nous, on arrive à des prestations studio aujourd'hui de 5 000 € la journée pour 10 minutes de rendu utilisable. Et après, on rajoute 500 € par minute de plus. Voilà. Déjà, c'est 50 fois moins cher, mais la qualité, bien sûr, n'est pas encore égale à cette capture volumétrique premium. Voilà quelques images du studio. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'on a un studio qui est très léger. 4 à 8 caméras Kinect, en haut à gauche. C'est transportable, c'est montable en 2 heures. On peut les amener chez les clients, capturer je ne sais pas qui, Nadal à la fin de son match, quand il gagnera la 17e édition. Voilà, donc j'avance. Alors c'est un partenariat qu'on a lancé avec l'École des Mines de Paris. Et là, je vais rentrer un peu plus dans la technique. Donc on fait un grand écart total avec ce dont on a parlé avec le présentateur tout à l'heure. Donc il y a des verrous technologiques qu'on a dû, pas à pas, franchir pour réussir à avoir des premiers résultats. Et je vais vous expliquer honnêtement aussi où on en est aujourd'hui, puisque c'est un projet qui est encore en cours et qui va progresser, et on l'espère. Le premier verrou technologique, c'est la synchronisation temporelle des caméras. C'est-à-dire que toutes ces caméras que vous avez vues, il faut, pour qu'on ait un personnage cohérent qui, à 30 images par seconde, puisse faire des mouvements, soit complètement synchronisé. Alors, c'était pas si compliqué. Merci Kinect, merci Microsoft. Pour le coup, c'est un verrou qui était facile à voir, merci. Donc, on avait, grâce à leur techno, des câbles son qu'on pouvait brancher d'une caméra à l'autre et les synchroniser. Super. Alors, petit problème aussi, c'est que finalement, c'est quand même des caméras actives. C'est des caméras qui envoient de l'infrarouge. Donc, si elles sont synchronisées pile ensemble, ça fait des interférences. Du coup, il a fallu trouver un petit stratagème. Donc, on les a décalées de 160 microsecondes. C'est aussi conseillé dans la doc. Je vous en fais grâce. On passe à un deuxième verrou technologique qui est un peu plus ardu. On a 8 caméras autour du personnage et le but, c'est ces caméras vont générer des point clouds, un nuage de points du personnage en mouvement. Le but, c'est de retrouver la position de ces caméras dans l'espace pour pouvoir retrouver une cohérence sur ce personnage-là. Donc comment on retrouve cette orientation des caméras et cette position dans l'espace. Une petite vidéo d'illustration. Je crois que c'est nous. Ça prend juste. Voilà. Donc on a cette espèce de puzzle, c'est moi pour le coup. C'est assez incohérent, les caméras sont toutes à zéro dans l'espace et elles affichent au même endroit ce qu'elles ont capté.
Donc le but, c'est de retrouver la position dans l'espace et d'obtenir le personnage cohérent. Bon, comme ça a l'air facile, mais c'est quand même une question sur laquelle certains se sont déjà cassés les dents. On a des exemples de nos concurrents, par exemple, qui, eux, utilisent des mires. Et c'est très bien, ça marche très bien. Après la pub, bien sûr. Voilà, ignorer l'essai, je ne sais pas ce que c'est. Okay. Donc voilà ce type de mire, Charuco, qui permettent, quand on détecte les pixels différents, de retrouver les formes et de réaligner caméra par paire. Hein. Donc on doit passer devant des paires de caméras pour qu'on puisse trouver une cohérence entre chaque caméra. C'est un alignement par paire. C'est une possibilité d'alignement. Je coupe. Tac. Alignement par point clé ou manuel, celui-ci il est plus répandu. On le retrouve dans MeshLab par exemple. Donc on a, on a des point cloud qui sont voilà, en puzzle total. Et donc on va retrouver des points, oui, à gauche-droite, des paires de points. Et au bout de 3, 4, 5 paires de points, hop, ça aligne les deux point cloud dans l'espace. Alors c'est le cas de figure où les caméras sont fixes, hein, parce que si c'est en mouvement, c'est une autre paire de manches encore. Donc on s'est dit, ces alignements-là, ils sont quand même assez fastidieux. Devoir passer entre 8 caméras avec une mire, ou à la main se faire les 8 caméras, les 8 paires de caméras avec des points clés, c'était compliqué. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas automatiser ce processus? Donc on a mis en place des possibilités de le faire. Alors on distingue deux types d'alignement. Un premier, c'est l'alignement global, c'est un alignement grossier, c'est-à-dire qu'il va permettre de retrouver une position approximative entre les deux points cloud. Bon, pour ça, on peut utiliser des capteurs externes. Je vous ai mis une image d'un capteur Kinect qu'on utilise en réalité virtuelle. Nous, on a mis au point une méthode qui marche vraiment pas mal, qui demande juste que le personnage se tourne un peu pour qu'il soit visible de toutes les caméras dans le temps. C'est un alignement par squelette. Donc ces caméras sont livrées, Kinect Azure, on a eu de la chance avec un système d'IA qui va reconnaître le squelette. Eh bien, il suffit de superposer les squelettes d'une caméra à l'autre et on obtient une position relative grossière, globale, des point cloud. Et enfin, on peut utiliser des algorithmes comme Ransack qui vont calculer plein de possibilités et parfois tombent, mais pas souvent, sur la bonne solution. Donc on obtient, voilà, comme vous voyez à droite, un alignement plutôt grossier, pas top, mais ça suffit à donner un delta à ne pas franchir pour des alignements locaux. Et là, on s'est inspiré de ce qui se passe dans l'industrie depuis des années, c'est-à-dire de l'alignement par ICP, point to plane, c'est-à-dire les points, on va retrouver les topologies qui se ressemblent, ou alors des couleurs sur les points aussi, des zones colorées. Il y a un alignement par multi-way, lui, c'est un alignement qui permet d'éviter l'écueil des paires, parce qu'à chaque fois qu'on fait une paire, si on a une erreur qui s'est mise dans ce pairing, quand on a fini la boucle, il y a l'erreur qui se ressent sur le dernier appairage. Le multi-way, lui, considère tout en entier. Donc, c'est des choses qu'on a pu tester et qui sont très efficaces. Bon, vous avez sur GitHub la panoplie de tout ce qui existe en registration, en alignement de caméra, si vous voulez. Ensuite, on a le filtrage des données et la reconstruction. Normalement, c'était le point 3, donc là, je me suis gouré, mais c'est pas grave. Alors là, le problème, c'est que ces caméras-là, elles ne sont pas exemptes de défauts. Notamment, je vais peut-être... Voilà un exemple. Vous voyez, sur les bords, ces caméras génèrent des ersatz de couleurs. Ça, c'est parce que le fond, il y a voilà, un problème d'occlusion. La caméra gauche, la caméra depth et la caméra couleur ne sont pas au même endroit. Elles sont décalées de quelques centimètres. Donc, on peut avoir une superposition de la couleur du fond. Donc, il faut pouvoir s'en débarrasser parce que c'est pas des bonnes données. On a aussi sur ces bords des données qui sont très tangentes, donc qui amènent beaucoup de bruit. Donc, on a mis en place des filtres de contour pour s'en débarrasser. Voilà, donc là, c'est filtré en partie. Alors là, il y avait avec, sans, on filtre parfois trop. Donc, il faut trouver le juste milieu. Mais on peut le faire manuellement en temps réel. Donc,
C'est pas mal. On peut faire des filtres forcément de profondeur, puisqu'on n'a pas besoin du fond. Quand on filme un personnage, ce qu'il y a derrière lui, on n'a pas besoin. Filtre fond vert, c'est illustré ici avec... on enlève les couleurs fond vert, filtre chromatique, vous connaissez. Filtre de points isolés, oui, parce qu'il y a du bruit qui est généré, parce que des caméras voilà, sont ce qu'elles sont, et du coup on se débarrasse de ces points isolés, et le filtre de bord que je vous ai présenté. Et après on passe à la reconstruction. Donc là, les choses se corsent davantage. Il existe des algorithmes qui permettent de reconstruire. On peut utiliser ceux qu'on utilise en photogrammétrie, comme je vous ai présenté, sauf que ça prend beaucoup de temps, c'est très long, mais ça fonctionne. Donc on a pu tester le ball pivoting. Donc vous imaginez 3 points du point cloud, une balle qui, si elle a une taille suffisamment grande, si elle touche 3 points, va pouvoir faire un rectangle, un triangle, pardon, une face, et fait ça tout autour du personnage. On a l'algorithme de Poisson qui fonctionne un peu pareil, mais qui va lui boucher davantage les trous, mais qui demande d'avoir beaucoup de résolution pour un meilleur rendu. Et nous, on s'est un peu plus consacré sur un algorithme qui est plus temps réel, puisque c'est une des grandes questions. Donc là, vous avez, c'est une image arrêtée, un maillage, c'est-à-dire tous les points, comme ils sont structurés, qui sont attachés. Et ça fait beaucoup de polygones, en effet, mais ça fonctionne, je vous expliquerai comment. On ne peut pas voir l'animation, si juste derrière, voilà. Donc le personnage reconstruit en mouvement. Là, il s'agit d'une caméra reconstruite. Après, on en est là, nous, en tout cas sur la reconstruction. Tout le challenge qu'on vise maintenant, c'est, vous avez vu cette caméra, ce personnage reconstruit en mouvement, c'est réussir à fusionner cette structure par mesh, ce modèle 3D, avec toutes les caméras autour, avec les 8 caméras. Donc pour ça, on va aller vers des procédés, la voxelisation qu'on connaît. Après la pub aussi, la cracotte. Voilà, un type de voxelisation. C'est Minecraft, bien sûr. Plus il y a de petits carrés, plus il y a de petits cubes, plus il y a de voxels, plus on a de précision. Donc l'idée, c'est de faire disparaître les repères et d'avoir un repère commun entre toutes les caméras. Donc la voxelisation est une solution en temps réel. Et après, il y a la technique des Truncated Sign Distance Function, qui est une voxelisation améliorée, qui a été donc mise en œuvre par Function 4D, en Asie, qui, on vous présente ce qu'ils ont fait. Voilà, nous, on va essayer de viser cette utilisation-là. Et eux, en plus de ça, vont jusqu'à rajouter de l'intelligence artificielle pour corriger les problèmes topologiques comme des trous. Donc, je vais peut-être avancer un peu pour que vous puissiez voir plus de détails. Voilà. Donc c'est ce qu'on vise et voilà, on va y arriver très prochainement. Que dire de plus? Voilà, donc il y a 2 questions subsidiaires. On avait le choix à un moment entre faire du rendu image par image, avec Poisson ou avec ball pivoting, mais c'était extrêmement long et le poids des données est très 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 lourd. Si on veut garder de la précision dans le mesh, il faut beaucoup de polygones et c'est très lourd. Et si on veut faire une succession à 30 images par seconde, au moins 1 minute, voire 2 minutes, voire 3 minutes de contenu, ce qui est le but, ça commence à être des poids qui dépassent la centaine de gigas, donc il faut penser à les compresser. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre astuce plus futée? Et oui, on est parti sur ça. C'était plutôt le temps réel, c'est-à-dire génération des meshs, génération du personnage texturé animé, directement depuis le flux vidéo. Donc ça peut être du coup, ça nous ouvre au temps réel. C'est-à-dire que les caméras sont là, on voit sur l'écran le personnage en temps réel. Ce personnage-là peut être renvoyé dans des appareils réalité virtuelle.
où le temps réel, encore une fois, permet d'envoyer le contenu, là c'est la suite, le point d'en dessous, dans le web et d'obtenir une vidéoconférence en hologramme. Donc, tout ça c'est possible parce qu'on a des données beaucoup plus légères que la capture volumétrique classique premium que je vous ai présenté au début. Et surtout, grâce à l'utilisation du GPU, donc du parallélisme des traitements qui permettent, puisqu'on gère des point cloud, chaque point est géré de la même manière, qui permettent de gérer des millions de données à la fois. Donc, on a eu de la chance, donc on a prouvé que la capture volumétrique vidéo était possible, et maintenant, on s'aventure sur la suite du projet. Un petit résumé en schéma. Voilà. Donc, notre studio que je vous ai présenté. Donc on a eu dernièrement, puisqu'on a pu présenter ces résultats à l'Europe, Creative Europe, et au concours Innov, on a eu les deux. Et donc on va pouvoir, à partir du 1er avril, lancer le projet Ithaka, qui vise à créer un logiciel de capture pour que n'importe quel studio ou indépendant qui a les caméras et quelques ordinateurs puisse faire sa capture, prendre les fichiers, les uploader dans le cloud et voir dans le cloud le contenu en temps réel et en disposer comme il entend. Voilà. Et on est partenaire pour ce projet européen d'École des Mines de Paris, de Sergio Ochoa, qui est le directeur des VFX de la Casa de Papel, entre autres, et de Fraunhofer Institute en Allemagne. Voilà. Merci bien. Je vais commencer parce que j'ai déjà une question. À ton avis, on est à combien de temps d'avoir ces caméras pour un match de foot, de rugby ou de Roland-Garros et d'être en réalité virtuelle dans son salon comme au stade? Alors, sur un match de rugby, vous avez un exemple que je vous invite à regarder de Canon, qui, il y a 2 ans, avait capturé avec 10 000 caméras Canon de très haute voltige un match de rugby, et le résultat est hallucinant. Ça coûte cher. Voilà, donc on ne l'aura pas tous les jours. La problématique que tu énonces là, c'est la précision des données. On est loin du personnage. Là, ce que je ne vous ai pas dit, effectivement, c'est que nos caméras, elles ont une bonne qualité, une qualité correcte, à 1,50 m du personnage, max 2 mètres grand max. Donc avoir le personnage, les joueurs à 20, 30, 40 mètres, avec ce type de caméra, pas pour l'instant. Ceci dit, il faudrait faire des caméras dédiées avec des rayons focales beaucoup plus poussés, mais il en faudrait beaucoup aussi. Donc pas un problème facile côté lanceur. On pourrait imaginer que ta techno soit soumise à des vibrations, par exemple, lors des moments de captation ou de légers mouvements par rapport au mobile? Ou il faut forcément qu'elle soit stable et qu'elle ne bouge pas? Là, pour le coup, on a en effet développé nos algos autour de caméras fixes. Ceci étant, les algorithmes d'ICP, s'il y a un petit mouvement, pourraient permettre de corriger ça. Mais la correction peut amener une déformation un peu bizarre qui se verrait, mais ceci dit, qui pourrait peut-être passer. Et tout ce qui est vibration, non, ça va être très compliqué. Il y a des chercheurs qui ont mis en place un système qui permet de suivre le personnage avec comme une caméra qu'on appelle ça embarquée, quoi. Avec 3 caméras, oui, ça fonctionne, mais voilà, c'est pas parfait, mais il y a des solutions. On ne les a pas développées parce qu'on s'est plus concentré, nous, sur l'aspect personnage figé au milieu du rig, pour les usages entertainment, jeux vidéo, métavers, concert, tout ce qui est gestes techniques, formation, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a des codecs et qu'est-ce qu'il y a qui marche pour justement encoder du point cloud et au lieu de juste streamer du H264 que tu maps sur des textures? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants qui sont en train d'arriver? Codec de point cloud, nous on ne les utilise pas particulièrement. On est passé par là parce qu'on a utilisé des formats point cloud classiques, PLY, binary, des choses pas très compressées. On s'est rendu compte que c'était très lourd et on n'a pas voulu aller jusque-là. Donc nous, on utilise carrément, depuis le flux depth d'un côté, le flux color, on crée les point cloud en temps réel. Il existe
des codecs qui permettent d'envoyer ou de sauvegarder le point cloud, ou en tout cas les données DEPS, pour te parler plus clairement, parce que le point cloud, c'est déjà du gâchis par rapport finalement à ce que je te disais. Le point cloud, c'est X, Y, Z, RGB, alors que quand on a le flux vidéo RGB et le flux DEPS, ben on a juste des pixels, et ces données qui sont contenues dans les pixels, donc moins de données. Donc finalement, la question que tu poses, elle reviendrait plus à peut-on compresser le DEPS? Grande question. Et là, Facebook a répondu avec des algorithmes de DEPS lossy, DEPS lossless, qu'on peut trouver. Et nous, on s'est plutôt orienté sur une autre approche qui est pas de compresser le DEPS en tant que tel ou les points cloud en tant que tel, mais de transformer le DEPS en couleur, en RGB. Le DEPS, dans notre cas d'usage, il est de 16 bits, donc 65 000 possibilités par pixel. Et un RGB classique, c'est 8 bits. Donc on s'est dit, on a sûrement la possibilité, puisqu'il y a 16 millions de possibilités, d'encoder ces 65 000 possibilités dans ces 16 millions. Et on a commencé, on arrive à des résultats, et on a un petit pépin en ce moment. C'est la compression RGB, qui, elle, quand on commence à envoyer à distance, c'est une question que je peux vous poser à vous, si vous avez des solutions, on prend, va écraser les plages de couleurs saturées. Donc on se retrouve, si on a compressé, voilà, si on a un DEPS qui va de 30 cm à 2 mètres, admettons, qui passe du bleu au cyan, au vert, au jaune, au rouge, on a entre ces valeurs fortes du jaune ou du cyan qui sont écrasées par la compression. Donc du coup, on se retrouve malheureusement, pour l'instant, mais on va trouver une solution très bientôt, j'espère, avec un point cloud qui est écrasé par moment. Donc c'est un petit souci qu'on doit régler. Bon, on était là-dessus le mois dernier, on va essayer de le régler maintenant. Ouais. Juste une question générale. La différence de qualité entre les Kinect que vous utilisez et, mettons, les caméras LiDAR qu'on trouve dans certains smartphones haut de gamme maintenant? Moi, j'étais amené à comparer quasiment tous les sensors, pas les acheter tous, mais au moins voir les résultats en ligne. Et la Kinect est le meilleur résultat pour un usage à 30 fps. Voilà. C'est 500 € la caméra aux États-Unis pour la faire livrer. En France, c'est 700. Sur ce qui est LiDAR Apple, c'est moins bien, mais on s'y intéresse beaucoup parce que c'est beaucoup plus répandu et il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. On n'a pas creusé encore, mais niveau qualité, c'est moins bien. Pour rebondir un peu sur la même question, vous ne craignez pas la concurrence à l'avenir des algos type intelligence artificielle où directement l'intelligence est dans le téléphone par exemple et permet de numériser de la même façon avec une solution beaucoup plus low cost. Par exemple, on a vu récemment les nouveaux filtres de TikTok là, où ils rajeunissent, où ils vieillissent, où ils maquillent les visages. On se rend compte qu'il y a vraiment une modélisation du visage qui est assez bien faite. Ah oui, c'est hallucinant ce que fait l'IA. Et l'IA, Google a sorti il n'y a pas longtemps un procédé de capture semi-volumétrique, un téléphone, une caméra simple, un personnage, et l'IA s'occupe du reste. Sauf qu'à la fin, le personnage, il est chouette, mais nous, on ne le reconnaît pas. C'est plus lui, c'est fake, c'est de l'IA. Nous, ce qu'on cherche, c'est la véracité et avoir la totalité des données, le maximum de données qui appartiennent au personnage. Quand on rajoute de l'IA, on rajoute du faux. Nous, l'IA, on va l'utiliser prochainement, quand on aura chopé un peu plus de subventions, un peu plus d'investissement, pour, comme je vous l'avez montré sur les collègues chercheurs asiatiques, pour boucher des trous, corriger quelques défauts topologiques. Mais on ne veut pas utiliser l'IA pour faire du faux. Mais ça marche. Mais ce n'est pas notre objectif. On fait du réel. Alors, deux petites questions. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a les algorithmes NERF qui marchent super bien pour la reconstruction 3D. Je case ça. Si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez aller regarder. Il y a des super cours là-dessus. Moi, tu le sais, ce qui va m'intéresser, c'est tout ce qui va être formation, gestes techniques, donc ce que tu évoquais tout à l'heure. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire justement de la formation, notamment si on veut faire des
formation aux gestes de maintenance. Donc on aurait un formateur qui serait à distance dans un technicentre, je dis ça au hasard, qui manipulerait des pièces pas forcément très grosses, voire même plutôt petites. Qu'est-ce qu'il faudrait comme amélioration ou comme évolution du système pour que ça puisse fonctionner? Super question, je ne ferai pas mieux. On est sur du concret, donc c'est exactement ça qu'on cherche avec ce projet-là. Voilà, on voit souvent dans la recherche un truc qui marche, mais ça marche que dans le cas précis qu'ils ont présenté et pas sur les cas d'usage. Oui, il y a plein de questions dans la formation. Les pièces toutes petites, ça va, je pense pas être possible, parce que la caméra est précise, mais pas sur du micro, du mini. Par contre, voir des mains, voir des objets un peu plus macro, là, carrément. Là, envoyer ces flux à distance, préenregistrés ou en direct live, c'est possible. Voilà. Après, quel est le cas d'usage exact? S'il faut courir dans un atelier, faire 50 mètres pour aller chercher une pièce, ça sera, on va couper en morceaux, on va faire comme un montage, quoi. Donc oui, il faut évaluer. En fait, il faut une expertise derrière pour évaluer la faisabilité des cas d'usage. C'est pour ça qu'on avait essayé de se voir à l'occasion avec tes collègues pour qu'ils puissent nous dire leurs besoins sur ce type de technologie et essayer de voir ce qui était possible et pousser nos proof of concept et notre solution sur des cas vraiment concrets. Donc j'espère avoir répondu. C'est pas fermé, mais les petites pièces, non, par contre. Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça? Des caméras depth micro? Waouh. Je sais pas. J'ai mon collègue Quentin qui est là. Tu as entendu parler des caméras depth micro? Alors non, caméra depth micro, j'ai pas entendu parler, mais par contre, tu as oublié de dire qu'on peut très simplement déjà aujourd'hui rapprocher les caméras. On n'est pas obligé de les mettre en rond de façon très homogène autour d'un personnage. On peut approcher les caméras d'un objet d'intérêt. Donc les caméras qu'on utilise là, elles fonctionnent entre 30 cm et bon, éventuellement 20 mètres, mais ça on ne l'utilise pas jusque-là. Mais quand on approche les caméras d'un objet à 30 cm, on commence à pouvoir capter un objet grand comme un dé à coudre ou un truc comme ça, enfin facilement. Et après, pour avoir une vis ou une micro-vis, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, on peut avoir des caméras un peu éloignées pour avoir le personnage en entier et rapprocher les caméras de l'endroit où il va y avoir la manipulation. Donc c'est déjà possible. Dans une certaine mesure, on ne peut pas faire des trucs micrométriques, mais c'est déjà possible. Voilà. Merci de la précision. J'ai une autre question. Là, tu parles de pas mal d'initiatives autour du sujet. Est-ce qu'il y a de la standardisation en cours pour essayer d'avoir une solution qui arriverait sur les formats vidéo, la compression des nuages de points, ou est-ce que c'est vraiment chaque entreprise bosse un peu dans son coin et on risque de se retrouver avec 4-5 standards formats avec des caméras qui marchent que d'un côté ou que de l'autre plus tard? Ou c'est trop tôt? Sur nuage de points, c'est une vraie fausse question. Comme j'indiquais à ton collègue là, le format qui est utilisé pour toutes ces caméras-là, c'est RGB et depth pour la plupart. Parfois, 2 fois stéréo qui vont générer un depth avec la stéréo, ça marche aussi, c'est des types caméras Z Stereo Labs. Donc il y a quand même ce depth qui lui est générique. Et de ce depth-là, avec des algorithmes de Brown-Conradi, d'indistorsion, on va générer l'objet en 3D. Finalement, le depth et l'objet 3D sont une seule et même chose. Donc il n'y a pas cette question. Non. Enfin, le depth est déjà en standardisé. Et pour te dire, s'il y avait un format plus commercial, pour l'instant, c'est beaucoup trop jeune. Et nous, tant mieux pour nous, ça nous laisse plus de champ d'action. Voilà. Très bien. Dernière question? Non. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on peut prendre une dernière bière ici, puis après on part vers le bar à côté.
Merci à tous d'être venus.